Bon, mais tout d'abord, je voudrais remercier la société Biobank de m'avoir invité pour partager cette conférence avec Bruno Courtois. Et donc, Bruno, ça fait longtemps qu'on se connaît, bien sûr. Et je te remercie beaucoup de me faire participer à ce moment pour aussi partager notre passion qui est la chirurgie orale. Bienvenue à tous les participants. Et donc, je profite de l'introduction pour vous dire que vous pouvez poser des questions en faisant converser ou questions-réponses. Et nous essaierons de répondre à vos questions tout au long de la conférence. Voilà. À toi, Bruno. Merci, Philippe. Écoute, je remercie aussi la société Biobank et Global D de nous avoir un peu sollicité pour parler un peu de la reconstruction osseuse. Alors évidemment, comme vous avez vu, il y a une partie 1 et une partie 2. Une partie 2 qui se déroulera au mois de septembre, le 23 septembre exactement, à la même heure. Donc, je vous donne déjà rendez-vous à cette date-là. Et on a essayé j'ai essayé de proposer en fait une démarche sur la reconstruction et l'atrophie du maxillaire en partant de la partie la plus simple qu'on pourrait avoir et des parties un tout petit peu plus compliquées. Et effectivement, à la demande de demande qui m'avait demandé si je souhaitais un modérateur particulier, j'avais émis le nom de mon ami Philippe Gand, qui est aussi chirurgien oral à Toulouse avec moi et qui aussi connaît très bien la gestion de ces atrophies du maxillaire, puisqu'il a une activité de chirurgie orale. On opère à peu près dans les mêmes blocs à la clinique en même temps, et donc du coup, il va me faire il va nous faire part aussi de son expérience. Et je compte sur lui pour me bousculer un tout petit peu parce que on se taquine assez en matière de chirurgie. Alors évidemment, le thème qu'a choisi Biobank, c'est évidemment l'allogénique. Et quel intérêt on aurait pour utiliser l'allogénique dans la reconstruction de l'atrophie du maxillaire? Alors on a mis une petite note qui n'était pas si simple, mais certainement réalisable. Et vous allez voir que effectivement, on peut, avec ces greffons allogéniques, non pas utiliser comme des alternatives à un prélèvement ou une réalisation autogène, mais probablement initier certaines reconstructions qui vont nous aider dans certains types d'atrophie. Alors évidemment, le maxillaire, je ne vais pas vous faire un cours sur le maxillaire, un cours d'anatomie sur le maxillaire, mais c'est juste pour comprendre que la présence et l'absence des dents posent une problématique, un véritable challenge dans la reconstruction du maxillaire. Et il ne faut pas oublier que notre but à nous, c'est de réhabiliter la fonction, l'esthétique aussi, mais la fonction de mastication et surtout le mécanisme, le rôle biomécanique de ce maxillaire pour absorber ces forces de mastication. Et vous allez voir que effectivement, quand on n'a plus de dents, quand on perd les dents, eh ben, il va s'engendrer un mécanisme de résorption qui est plutôt naturel d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on sait très bien aujourd'hui, tous les chirurgiens dentistes le savent, que la dent, l'os alvéolaire naît et meurt avec la dent, on a tous appris ça, et effectivement, on s'aperçoit que l'avulsion dentaire va avoir une conséquence, ou la perte dentaire va avoir une conséquence progressive, et je me suis permis de mettre ce petit schéma anatomique, enfin c'est une image radiologique, pour vous montrer qu'en fait, la plupart du temps, on va avoir une perte de dents dans le secteur molaire, dans le secteur maxillaire postérieur, qui est probablement, et quand vous le regardez vous dans votre quotidien, bah, c'est probablement la plus grande proportion de réhabilitation qu'on a à faire au niveau du maxillaire. Évidemment, cette perte dentaire, en fait, elle n'est pas dénuée de conséquences, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'os alvéolaire, mais aussi tributaire d'une expansion sinusienne presque continue d'ailleurs, qui va engendrer une perte progressive. Non pas parce que la muqueuse sinusienne est ostéoclasique, ça, tous les étudiants aujourd'hui le savent, il n'y a pas un phénomène d'ostéoclasie, mais probablement par l'hyperpneumatisation ou la pneumatisation progressive que peut avoir la cavité sinusienne, qui va engendrer en fait une résorption progressive. Ce qui fait que l'os alvéolaire, qui la plupart du temps se situe dans la crête, se situe à 1,5, 2 cm par rapport au plancher sinusien, va progressivement se rapprocher, mais aussi
le développement de cette cavité sinusienne va aussi entraîner une résorption secondaire et donc du coup on va avoir un volume qui va s'étendre et qui va rendre en fait de façon résiduelle en fait l'os dans ce secteur. Donc cette dualité entre l'absence de dents et l'expansion sinusienne va engendrer en fait une problématique de résorption. On connaît ça depuis longtemps, cette problématique de résorption, et les classifications, la classification de Cobbold et Howell, ça c'est très connu, qui date des années 86-88 et qui a en fait donné des classes de résorption, la classe A, B, 5, B, C, D, E, il y a 5 classes qui aboutit à une résorption presque totale en fait du maxillaire et de la mandibule. Et donc, en fait, ça va être véritablement un challenge pour simuler le positionnement implantaire et surtout pour pouvoir créer une réhabilitation fonctionnelle qui soit, somme toute, durable dans le temps. Alors, évidemment, la perte dentaire progressive va entraîner une atrophie de plus en plus sévère, et ce qui va rendre un peu compliqué en fait les phénomènes de réhabilitation. Évidemment, ce n'est pas dénué de conséquences, puisque là, comme vous le voyez sur cette diapositive, eh ben, on va avoir une augmentation de l'espace d'inocclusion, de l'espace d'occlusion prothétique, et surtout, on va avoir un défect esthétique, le fait qu'on va avoir complètement un affaissement. Indépendamment de ça, c'est-à-dire que la reconstruction va créer un volume osseux, mais va aussi donner une projection esthétique des tissus mous, puisque, évidemment, vous savez que cette perte osseuse va entraîner un affaissement, un vieillissement des tissus mous, et ça, vous l'avez tous dans votre pratique, c'est le patient qui, à un certain âge, et une fois qu'il a enlevé sa prothèse complète, prend entre 10 et 15 ans, voire 20 ans devant la glace. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est probablement pour nous, en matière de chirurgie orale, un défi pour pouvoir, en fait, réhabiliter ces gens. Alors, évidemment, ce qu'on constate, c'est probablement dans cette résorption progressive qu'il y a un déficit vasculaire qui est né. Et ce déficit vasculaire, il n'est pas nouveau, c'est-à-dire ce n'est pas un constat nouveau, c'est un constat qui a été fait depuis bien longtemps, c'est que cette perte osseuse va entraîner une diminution de la vascularisation du maxillaire, et probablement ce défi vasculaire, et c'est ce que je dis toujours quand je discute avec mes étudiants, c'est de prendre en compte en fait que le déficit vasculaire va conditionner la reconstruction qu'on va faire. Et si probablement on devrait s'arrêter aujourd'hui, c'est probablement sur cette diapo en disant le déficit vasculaire va conditionner la reconstruction progressive ou la réhabilitation qu'on va apporter à notre patient. Alors, quelle stratégie chirurgicale à appliquer dans cette reconstruction osseuse? Évidemment, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail de toutes les reconstructions, mais d'une manière générale, la reconstruction osseuse va intéresser une reconstruction 2D, verticale, horizontale, le sinus lift, vous savez tout ça. La reconstruction volumique, une reconstruction en 3D, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte qui va être dans le sens vertical, une perte qui va être dans le sens transversal, associé à ça un déficit sinusien, donc du coup un rehaussement du plancher sinusien, et ben, c'est ce qu'on appelle une reconstruction tridimensionnelle. Mais ce qu'on doit inclure aujourd'hui dans cette reconstruction du maxillaire, en tout cas cette reconstruction préimplantaire du maxillaire, c'est la notion du temps et la notion du vieillissement. Aujourd'hui, j'attire votre attention, c'est que ce que j'appelle ou ce qu'appelle aussi la bibliographie, la reconstruction 4D, c'est de prévoir le temps, en fait, la durabilité dans laquelle on va mettre notre reconstruction et surtout la pérennité dans laquelle on va mettre nos implants lorsqu'on va réhabiliter nos maxillaires. Évidemment, cette reconstruction 4D, ben, elle est aujourd'hui presque hypothétique, c'est-à-dire qu'on fait un pari sur le temps, on ne sait pas vraiment si notre reconstruction va tenir. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne met pas aujourd'hui tout en œuvre pour permettre un vieillissement dans de très bonnes conditions, notre reconstruction, on n'aura pas de pérennité implantaire. Et ça, vous le verrez au fil du temps, c'est-à-dire que vous allez probablement, et ceux qui sont plus jeunes, changer de pratique chirurgicale au fil du temps parce que, évidemment, les choses vont s'avérer probablement désuètes ou aussi il faudra probablement s'adapter à une perte vasculaire au niveau du maxillaire, à un vieillissement. Et ça, le temps, c'est quelque chose dans lequel, évidemment, tous, on a du mal à le contrôler et a du mal à le rattraper si les choses sont engagées. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a un certain nombre de techniques de reconstruction osseuse alvéolaire. Et la technique, à mon avis, phare, et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la reconstruction par régénération osseuse guidée. C'est probablement une technique qui est la plus utilisée, mais
vous voyez que nous, en matière de chirurgie orale, on n'est pas du tout dogmatique dans cette reconstruction. C'est-à-dire qu'on s'accommode aussi de l'association de cette régénération osseuse guidée à d'autres techniques telles que le splitting, telles que l'augmentation sinusienne ou la reconstruction en bloc au niveau du maxillaire, ou à une chirurgie verticale dont on sait la pérennité dans le temps aujourd'hui, qui est la chirurgie segmentaire verticale, notamment au niveau de la mandibule, et on peut le faire aussi au niveau du maxillaire. On a aussi intégré, mais ça peut-être dans une démarche un peu plus personnelle, je vais vous le montrer dans les situations qu'on traite, on a aussi apporté une vascularisation secondaire. On a essayé d'apporter une perfusion presque permanente du maxillaire pour permettre en fait de ce maxillaire de vieillir, en fait cette reconstruction de vieillir dans le temps. Alors évidemment, on part tous du postulat que l'os autogène est un gold standard. En fait. Évidemment, c'est probablement le gold standard c'est un matériau parfait. Il est ostéo-inducteur, il est ostéoconducteur, il est ostéogénétique. Donc, du coup, probablement, tous les matériaux ne s'apparentent pas à ça et on se dit, pourquoi pas reconstruire uniquement avec de l'os autogène? Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui de l'utilisation de l'os autogène, de l'utilisation de biomatériaux. Ce n'est pas du tout mon propos. L'os autogène, on l'utilise, on va l'utiliser dans certaines situations. Je vais baser mon propos sur le fait qu'on a aujourd'hui des matériaux qui nous permettent, en tout cas en matière de chirurgie orale, pour permettre en fait de reconstruire ce maxillaire avec un taux de morbidité qui est moindre aujourd'hui, mais aussi avec un niveau d'efficacité, et c'est ce que j'ai essayé je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui, un certain niveau d'efficacité qui est relativement important dans la reconstruction du maxillaire. Alors, la question est aujourd'hui, quelle est la place de l'os allogénique dans cette reconstruction? Quel est son avenir? D'autant plus que l'os allogénique n'est que ostéoconducteur. Il n'est pas du tout ostéo-inducteur et c'est une matrice osseuse un peu, pas du tout déminéralisée, mais déprotéinée, délipidée. Enfin, je vous renverrai en tout cas à un webinaire là-dessus qui explique bien mieux que moi en fait les techniques de traitement de cet os allogénique. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que le matériau idéal de l'os allogénique, c'est probablement de pouvoir avoir effectivement une trame qui va permettre la colonisation, un tropisme cellulaire, mais aussi pour avoir un effet ostéo-inducteur. Ça serait probablement le matériau idéal qui se rapprocherait de l'os autogène. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est pas encore dans ce type de matériau. Quand on Alors, parle Bruno, excuse-moi de te couper. Justement, là, tu parles d'un problème qui est inhérent aux greffes, c'est-à-dire ce qu'on cherche dans nos greffes, évidemment, et le point critique, c'est toujours la revascularisation du greffon. Et donc, il est toujours plus facile de faire revasculariser un greffon autogène. Et bien sûr, quand on reconstruit l'os, enfin, quand on fait dans nos greffes osseuses, on utilise l'os allogénique, le problème, c'est d'insister sur la revascularisation du greffon et de donner les conditions anatomiques et ostéogéniques à ce problème. Mais tu as raison, Philippe, parce que l'idée de pouvoir revasculariser notre greffon, eh ben, tu dis que l'utilisation de l'os autogène est plus favorable à la vascularisation. Oui, c'est vrai, il est plus favorable à cette vascularisation. Mais plus l'os, tu le sais aussi bien que moi, plus l'os est corticalisé, plus la problématique de vascularisation va se préparer. Et donc, il ne suffit pas de dire qu'on réalise un prélèvement autogène pour pouvoir avoir une sécurité en fait de cette reconstruction. Il faudra avoir la même démarche. Et je pense que ce qui applique en termes de reconstruction d'os allogénique et en termes de reconstruction os autogène, la même démarche chirurgicale et les mêmes prérogatives chirurgicales, ce sera probablement un peu la suite de mon propos sur cette présentation. Alors effectivement, quand on regarde en fait toutes les modalités, alors évidemment c'est très alléchant l'os allogénique parce qu'il y a de la poudre, il y a des blocs, il y a des lames corticales, il y a des plaquettes, il y a des seringues, on a un peu tout ce panel de choix, un peu comme si on avait des friandises et il suffisait juste de prendre les composants et de pouvoir reconstruire. Alors, le procédé de traitement, c'est le procédé de Supercrit. J'ai mis
un webinaire qui a été fait, qui était prévu à cet effet. Et donc, du coup, je pense que vous pouvez le consulter. C'est bien détaillé pour pouvoir reconstruire. Rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la part de l'os allogénique dans la reconstruction de l'augmentation verticale du maxillaire? Alors, d'emblée, quand on parle d'augmentation du vertical, c'est l'augmentation sous-sinusienne. C'est le fameux sinus lift que tout le monde rêve et tout le monde pense quand on parle de la reconstruction. Et effectivement, on va le démystifier toujours. D'emblée, c'est que effectivement, on peut utiliser de l'os allogénique pour la reconstruction, mais encore plus faut-il utiliser non pas de la poudre spongieuse, mais de la poudre corticospongieuse. Et quand on utilise de la poudre corticospongieuse, évidemment, on voyait ici une image de reconstruction. Je me passe des détails de parler du sinus lift. Je pense que la plupart des gens qui sont connectés connaissent exactement ce que c'est une reconstruction par sinus lift. On réalise le décollement de la membrane, on comble avec de la poudre corticospongieuse et à ce moment-là, 4 mois après, on s'aperçoit que cette poudre corticospongieuse est revascularisée et presque intégrée, en tout cas dans sa reconstruction. Et pourquoi utiliser du corticospongieux? Parce que, rappelez-vous, il y a une hyperpneumatisation continue de cette muqueuse sinusienne, de ce sinus. Et si vous ne créez pas de la résistance, et ça c'est probablement les xénogreffes qui nous le montraient, si vous ne créez pas de la résistance mécanique à cette hyperpneumatisation, vous allez avoir un affaissement de votre matériau. Et souvent, en fait, l'utilisation, et notamment quand on utilise de l'os spongieux au niveau du sinus, on se retrouve avec un affaissement de la reconstruction. On a reconstruit un certain volume et on s'aperçoit qu'il y a une cicatrisation, mais un volume qui a été un peu perdu, probablement par cette pneumatisation. Mais quand on utilise du corticospongieux et qu'on crée une réouverture, voilà, affiché, moi je ne vois pas très bien, puisqu'on a les images là, sur les visages à droite sur l'écran, je vois que on a une vascularisation qui s'est faite, une cicatrisation qui est bonne. Pourquoi une réouverture à 4 mois? Parce que probablement, on a une stimulation de cette reconstruction et vous verrez que je vous ai mis un article que je vous incite à consulter qui lui dit qu'au-delà de 6 mois, on a une perte de volume quand on intervient sur l'os allogénique et qu'il y a effectivement un maintien de cette reconstruction, mais quand même, il y a une différence entre 4 mois et 6 mois. Pourquoi on intervient systématiquement à 4 mois? C'est que le stress chirurgical avec le positionnement implantaire va entraîner une revascularisation, une dynamique de régénération osseuse et donc du coup, on va dynamiser, doper en fait cette reconstruction. Alors, quand on regarde en fait quel est le taux de survie de ces implants à distance. Bruno, excuse-moi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais te couper, Bruno. Alors, je suis bien d'accord avec toi sur les arguments que tu avances sur la pneumatisation du sinus et d'éviter, parce que pendant des années, tu te souviens, on a utilisé de l'os spongieux dans le sinus et comme tous, on s'est rendu compte de l'affaissement de ces greffons. Ouais. Et maintenant, on est tous convaincus qu'il faut utiliser du corticospongieux. Pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser un mélange d'os autogène et d'os corticospongieux, donc allogénique, biobanque, et je place l'os autogène au niveau crestal, intrasinusien crestal, et je m'aperçois quand même que le potentiel ostéogénique de vascularisation est bien meilleur avec le temps que quand on n'induit pas d'os autogène. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si c'est à cause de ça, parce que toi, tu me dis que tu interviens à 4 mois. Moi, je fais la même chose et je sens vraiment une résistance quand je place mes implants dans cet os qui est à la fois un os d'origine autogène et cet os allogénique. Et il me semble que ce potentiel de vascularisation est bénéfique et apporté par l'os autogène. C'est sûr, c'est que quand tu mixes les deux, quand tu mixes le prélèvement autogène avec un biomatériau, ça c'est prouvé. On a un effet de dopage. On l'a vu sur les xénogreffes. Il n'y a pas de raison qu'on l'ait sur l'utilisation de l'allogénique. Et ça, c'est vrai, c'est qu'on augmente en fait tout simplement la cellularité de cet os et donc du coup, on crée en fait une performance de cicatrisation osseuse et l'ostéo-intégration est bien supérieure et beaucoup, en tout cas, bien plus rapide en fait. Et quand on regarde par exemple sur cette diapositive le taux de succès et le taux de survie, ici on a un taux de survie à long terme, c'est une patiente qui est revenue et contre laquelle on a contrôlé, on voit bien qu'en fait à distance, on a un maintien de ce volume. Et dans le sinus, ça corrobore enfin, ce qu'on sait de la reconstruction sinusienne, c'est-à-dire qu'on a un niveau de performance qui est maintenu dans le temps.
et que probablement le fait d'utiliser les corticospongieux avec ou sans l'autogène d'ailleurs, on peut avoir un résultat probablement plus rapide avec l'autogène quand on le mixe, mais on a un résultat de maintien de la cicatrisation. Et quand on voit en fait cette cicatrisation osseuse, on se dit qu'on a un maintien du volume. Et vous voyez que la plupart du temps, on va se retrouver dans certaines situations avec un petit affaissement, tout ça parce que la pneumatisation est continue, mais on a un effet tente sur certains implants, notamment cet implant antérieur par exemple, parce qu'on a une diminution de ce volume dans cette zone qui subit en fait un phénomène de résorption qui est un peu continu. Alors, on sait aussi que une des complications de ce sinus, c'est la gestion de la membrane sinusienne et la perforation en opératoire. Alors évidemment, l'objectif, ce n'est pas de faire un cours sur cette perforation, mais quand on utilise, en fait, vous voyez ici, on fait une technique de l'Omanina, vous savez tout ça, pour réparer, en fait, cette perforation de la muqueuse sinusienne, on utilise la plupart du temps une membrane résorbable vous pouvez utiliser toutes les membranes résorbables, hein, qui est une technique qui va créer un volet qui est rattaché à l'extérieur, qui va créer un volet qui va être basculé à l'intérieur au niveau de la perforation. Et quand on utilise en fait de l'os allogénique et aussi du corticospongieux mixé avec une préparation type PRF par exemple, ou IPRF, dans lequel on va créer une espèce de gel comme une pâte qui va être assez rigide, on va pouvoir compacter ça et on n'aura pas de matériau qui va diffuser à l'intérieur de notre cavité sinusienne par l'intégrité de cette membrane provoquée par l'utilisation d'une membrane collagénique. Et surtout, quand on va créer une réouverture à ça, on s'aperçoit que là aussi, en fait, on n'a pas de diffusion de matériaux. Vous voyez, le contrôle à 4 mois à la réouverture et le contrôle radiologique, on a une densité qui est extrêmement convenable pour positionner nos implants. Et quand on réouvre, on voit qu'on a une cicatrisation parfaite de cette zone. Mais j'attire votre attention, c'est que dans cette reconstruction-là, on s'est aperçu que l'utilisation de l'os allogénique n'était pas nécessaire d'utiliser une membrane pour fermer notre fenêtre. Quand on crée un joint entre la fenêtre de la membrane de notre cavité d'accès et notre reconstruction, un joint étanche, eh ben, on évite toute communication secondaire et surtout, on permet d'avoir une cicatrisation relativement importante. Et vous vous souvenez, quand on avait utilisé les biomatériaux, il était dit qu'il fallait utiliser une membrane pour venir fermer cette fenêtre. Avec l'os allogénique, on s'est aperçu qu'en fait, on n'avait pas besoin de faire ça. Il suffit juste de colmater et de créer un joint. Et le fait d'utiliser du PRF va permettre en fait de créer une étanchéité. On a optimisé notre résultat et notamment là, et je vous parlais d'une performance dans la reconstruction qu'on a mis en œuvre dans notre activité, c'est l'utilisation du corps adipeux de la bouche comme membrane en fait, qui va revenir recouvrir en fait notre reconstruction. Et évidemment, l'utilisation de cette graisse va permettre en fait de créer comme une membrane biologique. Et j'avais fait une présentation de quelques cas sur ça. Je vous renvoie un tout petit peu à cette présentation. Je pense qu'il doit y avoir un podcast ou un Ubicast qui est fait par Global D sur ce type de reconstruction. Donc, vous avez peut-être le lien dans lequel vous pouvez y accéder. Et donc, on s'est aperçu qu'en plus de ça, le fait de l'utiliser de façon pédiculée, on avait un niveau vasculaire qui était important. Et résultat de cette cicatrisation, à long terme, c'est que, on savait que le sinus cicatrisait très bien, mais on avait une performance de cicatrisation sinusienne qui était relativement importante, avec un taux de survie des implants qui était largement comparable à ceux des taux de survie dans lesquels on n'utilisait pas. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, on n'avait pas d'innocuité en fait d'utilisation de ce corps adipeux qui nous permettait en fait d'avoir une bonne cicatrisation. D'autant plus que quand on a fait une carotte en fait dans cette reconstruction allogénique intrasinusienne, eh ben, la vraie question, c'est de savoir si est-ce que c'est vraiment de l'os. Eh ben oui, c'est de l'os. On s'est aperçu qu'on avait un niveau de perfusion dans la matrice de cet os allogénique qui était beaucoup plus important que ce qu'on avait utilisé un biomatériau. En tout cas, l'intégration était beaucoup plus rapide. Et donc, cet effet vasculaire et cicatriciel est prépondérant dans la cavité sinusienne. Alors, ce qu'on doit, dans lequel on doit comprendre, en fait, on doit réfléchir, c'est que est-ce que véritablement l'augmentation sinusienne est largement suffisante dans cette reconstruction? Et surtout dans la pérennité de nos implants. Quand on fait un suivi à long terme, on s'aperçoit que quand on a une absence de reconstruction vestibulaire, en tout cas
une faible reconstruction vestibulaire ou une faible paroi corticale au niveau du maxillaire, associé à un implant qui d'un volume qui, bon, évidemment, aujourd'hui, on n'utilise plus des implants de gros diamètre, on s'aperçoit qu'on a une perte osseuse à distance de cette reconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va aller dans le temps, plus la corticale vestibulaire va disparaître ou en tout cas va diminuer sous probablement l'effet de la contrainte masticatoire et en fonction du schéma occlusal qui serait choisi, mais en tout cas aussi sur le caractère biomécanique de cette activité de mastication. Alors évidemment, la question, c'est que est-ce que l'augmentation horizontale qu'on pourrait apporter en fait dans notre reconstruction en complément de cet rehaussement du sinus maxillaire, eh ben, va jouer un rôle en tout cas favorable dans le taux de succès ou la pérennité de nos implants à long terme. Et c'est probablement un suivi qu'on a mis en place chez nous, en tout cas dans nos reconstructions, c'est pouvoir en fait jauger de l'utilité de cette reconstruction vestibulaire et notamment de la régénération osseuse guidée en fait qu'on a mis en place. Et je vous renvoie sur la régénération osseuse guidée à une présentation, à un webinaire que fera le docteur Arnaud Lhomme. Je vous conseille d'y assister parce qu'il apportera des éléments bibliographiques et scientifiques sur le maintien de cet ROG ou l'utilisation et l'intérêt d'avoir une régénération osseuse guidée. Alors évidemment, voilà un type d'atrophie dans lequel on serait tous amenés à gérer, et tout simplement. C'est-à-dire que là, ici, on est de simple atrophie avec une perte de substance. On ne peut pas véritablement parler d'atrophie du maxillaire. C'est probablement des situations classiques dans lesquelles on a affaire avec un rehaussement du plancher sinusien, une protection de cette membrane une fois qu'on a fini de décoller, un comblement avec un matériau corticospongieux halogénique, ici qui était réalisé. On a voulu en fait faire une augmentation transversale dans le même temps en utilisant une lame corticale. Alors voilà comment on utilise la lame corticale. Les lames corticales permettent en fait d'éviter de s'abstenir de faire un prélèvement autogène, ramique, en tout cas pour ceux qui n'ont pas cette facilité de prélèvement, et de l'utiliser comme système de coffrage. Ici, on a fait un test en utilisant en fait cette lame. Alors, vous allez voir qu'évidemment, on l'ostéosynthèse, on l'adapte. On ne peut pas trop la meuler, trop l'adapter. Cette lame, elle est très fragile, elle est très, très fine. Mais par contre, on peut, vous voyez ici, par exemple, volontairement ou involontairement, eh ben, j'ai créé un fragment de cette lame. Et donc, on peut être amené à avoir une perte de stabilité. Et mes internes sont très friands de ce type de technique, c'est de vouloir en fait s'accrocher au pilier zygomatique. C'est une aide à la reconstruction. Vous verrez qu'on l'utilise pas mal dans notre reconstruction de maxillaire. On complète systématiquement l'utilisation de lame avec une régénération osseuse guidée. Vous avez vu qu'on est venu faire une ROG, en fait, l'utilisation de particules au-dessus de cette lame. Et là, on va créer un apport vasculaire supplémentaire, tout simplement parce qu'on veut apporter un niveau vasculaire, un niveau de perfusion qui soit garant à long terme de la pérennité de la reconstruction. Donc, le corps adipeux, je vous l'ai dit, a été utilisé. On va le suturer un peu comme une membrane. Donc, ça, c'est une technique. Faites attention quand vous le décollez, quand vous le disséquez en profondeur. Vous avez une capsule qui maintient ce corps. Il se délite, c'est très fragile. C'est un peu délicat à tracter. Il faut avoir un peu l'habitude, en tout cas, à aller le chercher. Si vous allez trop en profondeur, ben, vous risquez de flirter un peu avec le nerf facial qui est à l'extérieur. Donc, ce prélèvement est un peu technique, mais ça permet en fait d'avoir un niveau vasculaire qui va être relativement performant au niveau de la cicatrisation. À la réouverture, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a le maintien de notre vis, on a cette vis, cette lame d'ostéosynthèse qu'on a mis au niveau de la plaquette. On l'a ostéosynthésé au niveau du pilier zygomatique. Et évidemment, on s'aperçoit qu'en fait, ben voilà, le niveau de perfusion est tel que la lame a presque disparu, en fait. Elle s'est complètement ostéo-intégrée. Ça pose un intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, plus on augmente le lit vasculaire, plus la vascularisation est importante, plus le niveau d'intégration de notre greffon, et ça, c'est probablement une caractéristique de l'os allogénique, va être relativement important. Donc, plus on a de l'os natif, et plus on a de la perfusion vasculaire, et ben plus on va avoir une cicatrisation. Voilà ce qu'on a à la réouverture, à la pose d'implant, toujours à 4 mois. Et voilà ce qu'on a à 4 ans après,
c'est-à-dire qu'on a un maintien de notre volume de reconstruction, et donc avec un contrôle occlusal, évidemment, avec un contrôle de cette dynamique occlusale qui va pérenniser en fait notre implant et qu'on ne va pas perdre de volume osseux dans cette zone-là. Donc, l'utilisation pérenne de l'os allogénique dans la reconstruction est plutôt favorable dans ce type de situation. Une autre situation de lame corticale allogénique utilisée, vous voyez ici une reconstruction, voilà la radio avant, voilà la radio de la cicatrisation, toujours le même procédé, voilà le volume qui a été maintenu à la réouverture 5 mois après, ou 4 mois ou 5 mois, peu importe. Vous voyez qu'on a une intégration qui est relativement parfaite. Le maxillaire, il est reconstruit, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que les puits de forage qu'on réalise saignent. En fait, ce qu'on veut, c'est créer de la vitalité. On a un niveau de vascularisation qui est relativement important, et probablement, l'os allogénique permet une perfusion importante au niveau de la zone. Et 6 ans après, la corticale est complètement intégrée et on a cette corticale osseuse qui s'est reconstruite au niveau vestibulaire et donc un maintien de volume de nos implants à distance de cette reconstruction. Évidemment, fort de cette expérience, on s'est dit, on va peut-être pousser les choses un peu plus loin. On l'a fait, vous l'avez compris, on va utiliser en fait maintenant des blocs allogéniques pour pouvoir. Alors, ces blocs allogéniques, la terminaison exacte, ce n'est pas des blocs, c'est des plaquettes allogéniques, mais bon, ce terme de plaquette me dérange un peu quand je reconstruis. Je vais plutôt utiliser des termes de blocs allogéniques, corticospongieux pour le coup. Évidemment, ces blocs sont relativement alléchants, c'est-à-dire qu'il y a un volume, et ce volume est très favorable. Vous voyez ici, dans cette reconstruction du maxillaire, on a en fait une perte de volume osseux, et cette perte de volume osseux, en fait, il est relativement minime, mais je vous ai mis ça comme exemple pour voir que vous voyez qu'en fait, on a de l'os natif, on peut utiliser plusieurs techniques pour la reconstruire, on a choisi en fait de le reconstruire de cette façon. Voilà ici, c'est-à-dire que vous devez vous attarder dans la reconstruction de votre design de lambeau. C'est très important parce que probablement c'est la situation la plus importante. Il faut décoller, relativement large. Et ça, Philippe Gant est un spécialiste des grands lambeaux. Quand j'étais étudiant et que j'ai démarré avec lui, j'étais impressionné par les lambeaux qu'il réalisait au niveau des ablutions dentaires. Et je pense qu'il le continue et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, Bruno, là, tu me permets d'introduire un petit propos. Justement, je vois, tu insistes là-dessus, c'est très important. Je pense qu'il faut passer du temps à l'incision, le décollement mucopériosté et surtout, dans toute chirurgie, mais surtout dans les greffes, le respect du périoste. Il n'est pas question de déchirer le périoste, c'est lui qui va apporter l'essentiel de la vascularisation de nos greffons. Exactement. Donc, la préservation en fait de ce lambeau, le niveau de traitement de ce lambeau nécessite de l'attention. Le film est un peu rapide, mais je peux vous assurer qu'on a mis du temps pour le décoller. Évidemment, vous avez vu qu'on a préparé le sinus, on a fait notre comblement. Et maintenant, on va s'attarder sur le site receveur. La préparation du site receveur est importante aussi pour créer de la vascularisation d'osté. La première vascularisation va venir de là. Il faut stimuler ce site. Alors, des auteurs ont permis de perforer, vous pouvez un peu l'ébarber, si je puis dire. Et après, vous allez prendre le temps à modéliser en fait le greffon. Le greffon doit s'adapter au plus près du site receveur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Vous voyez ici, on a perforé une vis et vous avez un niveau de perfusion qui est venu de l'endoste et qui a traversé en fait la zone de perforation de la vis. Et donc, il faut prendre le temps de préparer en fait ce greffon. On va l'ostéosynthéser. Il faut une fixation qui est rigide. Et vous voyez ici, on crée un complément, non pas pour dire, tiens, on a changé d'avis, on va sectionner ce bloc, pas du tout. La technique que j'applique, c'est de créer une fente au niveau de ce bloc pour permettre la vascularisation de pouvoir en fait coloniser ce bloc. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et surtout, le fait qu'on crée une fracture secondaire, on va créer en fait une adaptation encore plus importante. Vous avez vu que j'ai ébarbé ce bloc pour éviter toute rupture, toute zone rugueuse sur le bloc. Dans un deuxième temps, et ce film est intéressant, c'est qu'on a complété une reconstruction du maxillaire postérieur en bloc avec un splitting maxillaire. Vous voyez ici, le splitting, c'est qu'on crée une fenêtre vestibulaire osseuse, on sectionne au piézo. Cette section osseuse va nous permettre de soulever cette corticale, de projeter cette corticale en vestibulaire. On va la disjoncter sans véritablement créer un mécanisme fracturaire, enfin le détacher complètement. On pourrait avoir une fracture,
Cette fracture, elle est haute, elle est plutôt basale. Et donc, Alors, là, à ce Bruno, moment-là, on va glisser. excuse-moi Bruno, est-ce que tu penses dans ce cas, est-ce qu'il est indispensable de réaliser le trait d'ostéotomie apicale? Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en fonction de la dureté de l'os. En fait. À la mandibule, c'est nécessaire parce Oui. que sinon, on risque de fracturer de l'os, de casser de l'os. Au maxillaire, on a plutôt du jeu, en fait. Et quand on voit une résistance, il faut pas se priver de créer une zone de faiblesse, une zone fracturaire au Comme ça, niveau de la partie. c'est Pour que ça se vive assez facilement. qui guide la fracture. Exactement. Vous voyez qu'on a glissé un bloc spongieux, on le verra tout à l'heure si on a le temps, et ce sera peut-être une deuxième partie. On a glissé un bloc spongieux dans l'interstice de cette disjonction, et là, on va venir fermer toutes les interstices, les espaces, les angles morts, si je puis dire, avec une régénération osseuse. On utilise pour ça toujours de l'os corticospongieux. Je n'utilise jamais de l'os spongieux. Je pense qu'en fait, c'est probablement une hérésie d'utiliser du spongieux pour faire de la régénération osseuse. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça se vascularise plus vite, mais ça se résorbe aussi plus vite. Et donc, l'utilisation de ce corticospongieux va être recouvert ici d'une membrane PRF. On va apporter, dans un deuxième temps, le maintien. Vous voyez, on a fait une ROG. Et maintenant, on va s'intéresser à notre niveau de perfusion au niveau du maxillaire. Donc, on a complété, vous l'avez compris, avec notre technique de reconstruction, avec le corps adipeux de la bouche, et on va créer en fait une suture hermétique entre la reconstruction et la zone de prélèvement. Et là, on va refermer progressivement, suturer notre corps adipeux qui va revenir en drap sur notre reconstruction. Et on va, comme on a préparé notre site et on a préparé notre lambeau, on va créer une suture hermétique et étanche de notre reconstruction, en s'attardant en fait d'avoir des points qui sont pas sous tension. C'est-à-dire que le but n'est pas de tracter à outrance le lambeau, et le but c'est de pouvoir repositionner le lambeau correctement et de pouvoir avoir une herméticité dans cette reconstruction. En fait, la reconstruction, c'est quand on pense qu'on a terminé, on n'a jamais terminé. C'est-à-dire que jusqu'au dernier point, on doit s'attarder en fait d'avoir quelque chose qui est relativement parfait pour éviter justement d'avoir des récidives ou des échecs, en tout cas, de reconstruction. Et alors, voilà. Bruno, juste une chose. Bon, tu n'en as pas parlé, mais évidemment, le lâchage de la tension périostée est très important. Le système du brushing pour justement faire des sutures sans tension, d'autant plus que dans ces reconstructions où on associe le corps adipeux de la joue, il y a une question de vascularisation. Et donc, il faut au maximum couvrir le corps adipeux de la joue. Je pense que, est-ce que tu es d'accord avec moi, qu'on a le droit de laisser à peu près 10% du volume dehors. Mais si tu as le malheur, et le risque infectieux est assez important quand même. Exactement. Plus on laisse du corps adipeux, plus on a un risque infectieux est important. Effectivement, on l'a vu sur le film, le soft brushing, cette technique de venir brosser en fait le périos pour le dilacérer, pour le détendre, va permettre en fait d'avoir une laxité du lambeau, et surtout pour éviter en fait des scarifications de lambeaux, c'est-à-dire des scarifications de l'épérios, il faut les éviter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, il faut éviter au maximum de pouvoir les réaliser. Pourquoi? Parce que ça crée en fait une augmentation hémorragique sur le site, et donc du coup un retard de cicatrisation. C'est pas très favorable en fait cette cicatrisation périostée. Et là, on a un niveau de perfusion qui est tel, qui est du lambeau, de l'endos et de la vascularisation. On est quand même un peu armé sur cette reconstruction. Et quand on regarde à 6 mois ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un volume qui est relativement important, et ce volume important va entraîner en fait un choix de positionnement implantaire. Vous voyez ici, par exemple, sur ce coupe axial, on a regalbé le maxillaire, on n'a pas créé de surcorrection de ce maxillaire. Il n'est pas nécessaire de créer de la surcorrection, parce que si on crée de la surcorrection, on est sûr d'avoir de la surrésorption de ce maxillaire. Et donc, le but du jeu de la reconstruction n'est pas de recréer à outrance, mais de recréer suffisamment pour qu'on ait un maintien de ce volume osseux. Et ce n'est pas en augmentant, vous savez, il y avait ce vieil adage
quand on démarrait quand j'étais jeune et que je démarrais la chirurgie de reconstruction, toute la littérature disait qu'il faut augmenter de 30%. 30%, c'est très compliqué quand on opère de dire ben là, je suis à 30%. Ce n'est pas si simple. Mais en fait, le but, ce n'est pas d'augmenter de 30%, c'est d'avoir le volume exact et de pouvoir le conserver. Et vous voyez qu'ici, dans cette coupe axiale, on a conservé ce volume osseux qui est relativement permanent. Et voilà, à la réouverture, le avant-après est assez significatif, probablement parce qu'on avait un niveau en d'os qui est important. Et là, c'est quelque chose qui est relativement important, en tout cas en termes de vascularisation. Et le complément de cette vascularisation a permis d'implanter. Alors, c'est un patient qui n'était pas motivé pour X raisons, et ça tombait bien d'ailleurs que je n'ai pas réimplanté à 4 mois, j'ai réimplanté à 2 ans. Et à 2 ans, on voit qu'en fait, le volume osseux est maintenu dans le temps, à 2 ans. Et j'ai mis cette bibliographie de 2016 qui parle de l'incorporation et du remodelage des greffons allogéniques et qui dit qu'à 6 mois, on a une perte si on ne réintervient pas. Alors, en fait, plus on va préparer en fait, notre site de vascularisation, notre greffon et notre vascularisation, plus on va pérenniser le volume. Et vous voyez bien que dans cette situation-là, on pérennise le volume. Et effectivement, c'est vrai que le geste chirurgical, le stress chirurgical, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, redynamisé, mais on peut avoir aussi un maintien de volume en gardant, en prévoyant de faire de la reconstruction. Et quand on s'aperçoit qu'à la réouverture, dans la structure confort, quel que soit le type de reconstruction qu'on va avoir, si le niveau de perfusion, vous voyez à droite et à gauche, 2 maxillaires, pas reconstruits, enfin un même maxillaire, 2 côtés, 2 maxillaires postérieurs, je suis un même patient, je ne l'ai pas reconstruit de la même manière. La première, j'ai utilisé que du corps spongieux en haut à gauche, dans le secteur 2. À droite, j'ai mis du cortico-spongieux. Au final, à l'arrivée, on a le même résultat, c'est-à-dire qu'on a un niveau de perfusion qui est important, le niveau de volume est maintenu et surtout, le niveau de la texture, du saignement de cette reconstruction est relativement remarquable. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, et notamment nous, on utilise en matière de reconstruction des implants qui sont infracrestaux et qui va permettre en fait de redynamiser en tout cas cette reconstruction, et donc on a une certaine vitalité dans le temps et qui va nous permettre d'avoir un positionnement sous-crestal et aucune contrainte au niveau de la zone crestale, et donc du coup, pas de résorption secondaire avec un maintien du volume osseux. Alors évidemment, cette augmentation et l'utilisation des blocs est très alléchant. Mais regardez ici, quand on est dans une situation, je vous ai pris ce cas là avec une atrophie du maxillaire postérieur, on voit cette atrophie, on voit le niveau de perfusion. On imagine en fait que cette corticale relativement fine va engendrer un niveau de perfusion relativement faible, en tout cas de ce maxillaire. Évidemment, on va utiliser là non plus uniquement l'endos, mais surtout la surface de reconstruction de ce maxillaire. Et dans ce cas-là, par exemple, avec un sinus assez étroit, on a utilisé carrément le bloc et on a fait un sinus lift, mais on a probablement encastré le bloc à l'intérieur. Vous voyez ici ce cas avec un greffon allogénique. Alors, c'est un cas qui est un peu ancien parce que c'est un greffon allogénique avec une taille un peu plus importante, ce qu'avait Biobank auparavant, mais qui a un peu changé à l'heure actuelle. On a fait la même technique, on a couplé ce bloc cortico-spongieux avec une régénération osseuse guidée et avec là, à l'époque, on n'avait pas utilisé en fait un corps adipeux, on a utilisé une membrane en fait de couverture. Vous pouvez utiliser une membrane. Et je vous rappelle que pour utiliser ce bloc, il faut créer une hydrophilie, une colonisation, une perfusion de ce bloc. Et donc, du coup, en fait, on va l'hydrater. Et une bonne moyenne de l'hydrater, c'est de mettre dans du sérum physiologique. Et donc, on va pouvoir en fait l'hydrater, on va dégazer, si je puis dire, ce bloc et il va créer une ophilie. Vous voyez, la bonne technique, c'est que quand on le plonge dans du sérum phi, il flotte et une fois qu'on l'a hydraté, il coule à l'intérieur de votre cupule et donc ça fait que le bloc est suffisamment hydraté pour pouvoir être colonisé et l'hydrophilie augmentant et donc on va avoir une meilleure colonisation de ce bloc. Vous voyez ici, le gain de volume osseux est extrêmement important. On a un choix
l'utilisation de ce bloc a été relativement juste, en tout cas pour cette reconstruction, avec un maintien de volume. Mais quand on crée de la réouverture à 5 mois, on s'aperçoit qu'on a effectivement un os spongieux qui est très vascularisé, mais une corticale qui est maintenue. Alors cette corticale, en fait, va créer une barrière, un peu comme ce qu'on a en fait dans les phénomènes de régénération osseuse guidée, et que probablement, il ne faut pas multiplier les barrières pour ne pas couper la vascularisation, cette corticale, et que probablement l'utilisation d'une membrane peut être un peu néfaste dans ce cas-là, en tout cas, pour vasculariser ou permettre un niveau de perfusion relativement important. Et à ce sujet, Bruno, excuse-moi de te couper encore une fois. Mais tu es là pour ça, Philippe. Fais un peu d'interactivité. Je pensais juste, quand tu développais ce cas, en fait, la pertinence d'utiliser les membranes dans certains cas où cet os que tu as régénéré au départ est très peu compétent pour régénérer. Et donc, tu as bien, à juste titre, parlé de la surface, mais la membrane, à mon avis, et si on remarque bien, ta corticale, elle est blanche, elle n'est pas bien vascularisée, c'est une barrière. C'est une barrière, en fait. Elle joue pas le même rôle. Elle vient parce que tout simplement, la corticale de l'os allogénique, et ça, c'est le traitement supercrite qui le permet, va donner une certaine rigidité. C'est lui qui joue le rôle de barrière, en fait. Et que cette colonisation endostée et voire périostée va permettre, en fait, une cicatrisation de cet os spongieux qui va venir, en fait, se coloniser et être colonisé par des ostéoblastes et créer en fait ce lit vasculaire et cette modification de la trame osseuse et qui va permettre l'intégration en fait de notre greffon. Et en fait, le fait de rajouter de façon supplémentaire dans ce type de bloc corticospongieux une membrane, c'est plutôt défavorable que favorable. Tu as extrêmement raison et c'est exactement pour ça que j'ai montré ce cas clinique. Alors évidemment, juste pour terminer, parce qu'on on a des questions, on prend des questions ou je termine. Comment Non, je crois que tu peux terminer, Bruno. Ensuite, j'ai quelques ouvertures de débat un petit peu pour accentuer les choses, si tu veux, et puis on prendra les questions, on va voir ce qui vient. Ok, je vais juste parler sur un raisonnement en fait de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas mon propos, mais c'est juste pour comprendre en fait de montrer que le niveau de perfusion de départ est relativement important. Et c'est pour ça que quand on est dans une atrophie mandibulaire, par exemple, dans une zone d'augmentation osseuse à niveau de la mandibule, notre démarche est totalement calquée sur ce résultat, c'est-à-dire qu'en fait, à la mandibule, avec ce défaut de vascularisation qui est encore plus important qu'au maxillaire, on va avoir des atrophies sévères, on a un niveau de perfusion qui est faible, une seule artère qui vascularise l'ensemble de la mandibule. Et tu sais aussi bien que moi que les échecs d'augmentation, notamment l'échec d'augmentation verticale, est très importante à la mandibule. Et donc, il faut trouver des superfuges pour pouvoir en fait apporter en fait une reconstruction. Alors, la première superfuge, c'est que l'expansion latérale est probablement, avec une interposition, c'est probablement le mécanisme de l'AROG. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va créer? On va dissocier cette mandibule, on va créer une corticale vestibulaire, on va disloquer cette corticale vestibulaire pour avoir un double effet de vascularisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser de l'os spongieux restant au niveau mandibulaire pour pouvoir faire de la reconstruction. Et c'est pour ça l'intérêt au niveau de la mandibule de faire ça. Vous voyez ici, par exemple, un cas où on va faire la première, une incision muqueuse qui est une incision de demi-épaisseur. Secondairement, on va faire une incision périostée pour dégager. Cette incision est à distance, quand on le voit sur la diapositive, est à distance en fait de la crête. On va le faire presque dans le fond du vestibule. En tout cas, la jonction gencive libre, si je puis dire, pour permettre en fait de mettre à nu en fait cette corticale vestibulaire. Une fois qu'on a réalisé ça, on va délicatement en fait soulever la portion crestale et là, avec l'aide d'un piezo, on va créer une osteotomie segmentaire verticale en faisant une section de la corticale au niveau crestal, au niveau mésial et au niveau distal, et surtout au niveau basal. Ici, on a contourné l'émergence du foramen pour avoir une dislocation de notre corticale vestibulaire, et on a pris le risque
ici de mixer un bloc autogène avec de l'os halogénique pour augmenter en fait le niveau de perfusion de notre reconstruction. Et là, exactement ce que tu disais pour le sinus, c'est-à-dire en fait, on va augmenter le niveau de cellularité pour permettre en fait d'avoir une intégration de notre greffon beaucoup plus rapide dans cette zone. Évidemment, on a préparé, on a broyé, on l'a mixé avec, on l'a mélangé, cet os autogène, avec l'os halogénique. Moi, je trouve que ces histoires 60, 40, 50, 50, pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout concevable. En tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on va mixer cet os, le prélèvement qu'on réalise. On va utiliser en fait les deux fragments de cortical pour pouvoir maintenir ce bloc. On va combler les espaces, comme on le voit sur cette diapositive. Cet espace va être maintenu à distance. Évidemment, on va ostéosynthéser et donc on va avoir un volume osseux. Toujours pareil, on va associer une régénération osseuse guidée à cette reconstruction en utilisant du PRF. Vous pouvez utiliser aussi une membrane dans cette zone-là, mais en tout cas, pas besoin puisqu'on a une corticale osseuse qui joue le rôle de membrane en fait dans cette zone. Plus la corticale est épaisse, moins on a besoin d'avoir une membrane secondaire, en tout cas une membrane collagénique, et donc résorbable dans cette situation. Et on va faire une suture à deux plans. Et quand on fait une suture à deux plans, on fait d'abord une suture du périos, revenu, et de nouveau, on va faire une suture de la muqueuse qui va créer une étanchéité secondaire, tout simplement parce qu'à la mandibule, on a du mal à tracter ce corps adipeux pour pouvoir créer de la vascularisation. On avait pu le faire, ou en tout cas, si c'était plus facile de le faire, on le refait plus tard. Quand on se met à distance de cette réouverture, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un volume qui est relativement compact, l'os, et j'attire votre attention, c'est que les vis sont à la même position, on n'a pas fait une augmentation de 30%, il n'y a pas de résorption de la tête au niveau de la tête de vis, et probablement c'est un garant en fait du maintien de volume dans le temps, et on a permis d'avoir une augmentation transversale au niveau de cette mandibule. Évidemment, une séquence de forage qui permet, vous voyez les puits de forage, on a un os qui saigne, qui va permettre en fait à cette vascularisation et cette maintien de cette ostéo-intégration. On peut le compléter avec une régénération, surtout en antérieur. On a complété avec une petite régénération dans cette zone-là. C'est pas du tout contre-indiqué dans ce cas. Et donc, on a une cicatrisation et un contrôle à distance qui est relativement important. Donc, voilà le principe qu'on applique à la mandibule. Évidemment, on peut le faire, et rapidement, on peut le faire aussi. On peut le faire au niveau du segment postérieur, mais on peut le faire aussi de façon verticale, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une technique sandwich et sur l'osteotomie segmentaire. Et là, je vais juste parler d'un cas et je pense que dans la deuxième partie, on aura l'occasion d'en discuter. Vous voyez ici l'osteotomie segmentaire. Eh ben, on fait une technique sandwich, ce qu'on appelle la smile osteotomie. Voilà un cas qu'on a réalisé au niveau de la symphyse, dans un cas d'agénésie multiple chez un jeune patient, dans le secteur antérieur. On lui a fait une ROG préalable dans cette zone-là. On a créé, toujours pareil, une incision à distance au niveau du fond du vestibule dans la région symphysaire, en émargeant au niveau des foramina mentonniers, droite et gauche. On a créé une section au piezo jusqu'à la corticale linguale pour créer en fait un clivage. Cette section est horizontale et deux sections osseuses, deux osteotomies paramédianes pour pouvoir cliver avec un ostéotome le greffon. Évidemment, la section osseuse va intéresser une bonne de corticale qui est à peu près pour laisser de l'os suffisamment vascularisé au niveau crestal qui fait à peu près 3 à 4 mm dans cette zone-là pour ne pas avoir une résorption secondaire de cet os. Toujours pareil, on a comblé l'espace avec un bloc spongieux et du corticospongieux. Et donc, ça nous a permis en fait d'avoir un maintien de volume dans cette zone. Et donc, du coup, toujours pareil, voilà la cicatrisation, l'utilisation de PRF, le volume obtenu et qui nous a permis, c'est un gamin qu'on a implanté il n'y a pas si longtemps que ça
dans cette zone. C'est un cas que j'ai réalisé avec mes internes au niveau hospitalier. Et donc, on est au stade de la réalisation de la prothèse. Je n'ai pas la photo de l'implant, mais en tout cas, on a ce stade-là. Tout ça pour vous dire préciser, Bruno, l'âge du patient. Est-ce que c'est un jeune patient, bien sûr, mais quel âge a-t-il? Mais quand on a réalisé ça, il avait 22 ans. La greffe, 22 ans? Ouais. D'accord, très bien. Après 22 ans. Donc, on avait un volume osseux. Donc, voilà 2 cas de techniques. Je voulais vous montrer un cas d'autres techniques de segmentaire, mais on aura l'occasion de la dernière partie de le faire. Mais juste pour conclure, et on va probablement laisser après quelques questions, c'est que ce qu'il faut en fait dans la reconstruction du maxillaire, c'est d'avoir, les Américains appellent ça des guidelines, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une ligne de conduite. Et ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que on a essayé de mettre en œuvre en fait une checklist de la réussite en fait de la régénération osseuse alvéolaire en utilisant de l'os allogénique. En 10 points, c'est quoi? C'est-à-dire que la première des choses, si vous l'avez compris, c'est le design du lambeau et Philippe a insisté là-dessus et c'est vrai. Il faut un design du lambeau qui soit extrêmement important pour avoir une vascularisation secondaire et non pas un effet d'hématome au niveau de la situation. Il faut probablement libérer les tensions au niveau de ce lambeau. C'est-à-dire qu'on doit avoir un flap free, comme ils disent, et c'est très, très stylé aujourd'hui de parler comme ça. Et donc, on veut avoir en fait une libération de tension en fait, sur une zone greffée. Il faut préparer le site receveur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut augmenter en fait ce niveau de perfusion. Il faut prendre du temps à préparer notre greffon, c'est-à-dire qu'on doit ébarber, on doit l'adapter, il doit être le collé au plus près de ce site receveur. Il faut surtout intelligemment prendre du temps pour positionner le greffon en rapport au positionnement implantaire. C'est inutile de positionner un greffon s'il est en dehors du couloir prothétique qu'on veut réaliser, et donc parce que ça sera contre-productif pour le coup. Il faut surtout avoir une fixation rigide du greffon, vous l'avez vu, une stabilité qui permet en fait une vascularisation secondaire. Il faut s'attarder à compléter en fait cette reconstruction à une régénération osseuse systématique. Vous l'avez vu, ça apporte du bénéfique en fait pour la pérennité de nos implants à long terme. La suture hermétique sans tension, évidemment, vous pouvez appliquer les techniques d'application maîtresse ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que ce soit hermétique et surtout sans tension. Il faut s'attarder sur le protocole post-opératoire, alors l'anti-inflammatoire, l'antibiotique, l'antalgique, mais surtout le suivi de notre patient. Vous ne pouvez pas reconstruire quelqu'un et lui dire bon, rendez-vous dans 4 mois pour que je vous pose les implants. Ça, c'est pas concevable et vous allez avoir beaucoup de surprises. Et dans cette 10e position, j'ai essayé de le caler sur 10 puisque c'est plus parlant. C'est probablement la temporisation parce que l'ennemi de la reconstruction, c'est la prothèse provisoire. Comment temporiser avec une prothèse provisoire? On aura peut-être quelques astuces dans la 2e partie de notre webinaire. Et il faut s'attarder à checker en fait cette réussite. Alors, à l'heure où la checklist est dans les blocs opératoires relativement importante, et Philippe, tu ne vas pas me dire le contraire, il y a probablement aussi une checklist que doit avoir le chirurgien dans sa pratique quotidienne et il doit mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir une réussite. Et quand bien même, vous verrez, et ça va être la conclusion de la partie 2, c'est que quand bien même qu'on applique cette checklist, et ben, des fois, on a des situations d'échec et on va essayer de vous montrer et en discuter avec vous comment gérer, ou en tout cas, comment prévenir de ces échecs et surtout comment gérer les échecs sur les greffons allogés. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse la parole. Je pense que on se veut un peu interactif, donc vous êtes libre de nous poser toutes les questions que vous voulez, en tout cas par l'intérêt de notre modérateur. Et voilà, je vous remercie. Alors, merci Bruno pour cette magnifique présentation qui, bien sûr, est toujours trop courte quand on t'écoute. C'est magnifique ce que tu nous as présenté. Donc, moi, je voudrais simplement rebondir dans le sens où, quand les greffons allogéniques sont arrivés, on s'est un petit peu dit, bon, ben, très bien, c'est terminé, on n'a plus à prélever, la zone ramming nous fait peur pour des conditions anatomiques particulières, on n'a pas l'habitude d'aller dans cette zone-là, et puis tout le monde s'est mis sur les greffons allogéniques
en oubliant, je pense, au départ, tous les principes chirurgicaux des greffes. Et donc, il ne faut pas oublier que, bien entendu, on ouvre une boîte, on ouvre un emballage, on ouvre une seringue et on pense que c'est facile d'aller mettre un os contre notre os. Mais il ne faut pas oublier le problème de la vascularisation des greffons. Et je pense qu'il faut quand même garder à l'idée, essayer de faire un petit peu de prélèvement autogène pour manier tout ce qui concerne la chirurgie orale. La chirurgie orale, c'est la base de toute notre chirurgie. Et donc, il faut absolument, absolument, absolument ne pas croire que c'est facile. Tout ce que nous a montré Bruno, c'est, à mon avis, un grand niveau. Et avant d'arriver là, il faut se frotter vraiment aux bases de la chirurgie orale. Voilà ce que je voulais dire, insister là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait quelques questions parmi les gens qui nous écoutent pour essayer de savoir si le message est bien passé et si tout le monde a été séduit par la présentation que Bruno a faite ce soir. Vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir les micros, vous pouvez poser des questions si vous voulez par l'intermédiaire de questions-réponses par Zoom. Il n'y a personne qui ose parler? Tu as peut-être des questions un peu écrites, peut-être, non? Il n'y a pas un interne là qui nous écoute, qui peut parler? Ça serait bien. Bon, alors on va considérer que tout le monde a bien aimé, ou alors vous êtes pressé d'aller dans les bars, je ne sais pas. Bon, voilà, on a essayé de vous présenter rapidement les quelques règles, en tout cas, de cette reconstruction. C'est sûr que Philippe l'a rappelé, il faut appliquer des techniques. Vous avez vu qu'on a combiné de multiples techniques pour pouvoir reconstruction. Je pense que il ne faut pas être en matière de reconstruction, et c'est un terme que j'utilise souvent, c'est il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas croire que le sinus lift est l'unique reconstruction possible du maxillaire postérieur. Il ne faut pas croire que la régénération osseuse guidée est la seule technique chirurgicale qu'on peut utiliser pour reconstruire. En fait, il faut avoir une combinaison de techniques parce que chaque patient est différent, chaque situation chirurgicale est différente et il faut avoir tout ce panel de reconstruction. Ce matin, par exemple, on a fait une reconstruction et évidemment, on a fait exactement la checklist que je vous ai donnée tout à l'heure, exactement les mêmes étapes, on a même déroulé et on avait à notre disposition un certain nombre de choix, c'est-à-dire d'utiliser de l'os allogénique, d'utiliser une membrane, d'utiliser des pins, d'utiliser, on n'en a pas parlé ce soir, mais peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie, si vous le souhaitez, sur les régénérations, l'utilisation des gris titane dans les reconstructions, à quel intérêt de l'utiliser. Donc, si vous avez une info ou si vous souhaitez de voir des choses beaucoup plus importantes ou des choses particulières, il faut nous le demander. Et si on l'a, avec plaisir, on le présentera. Mais en tout cas, il faut avoir à disposition toute cette arme thérapeutique. Et je pense qu'en matière de reconstruction, il faut pouvoir un peu vaciller en fait sur ces différentes techniques. Et le fait d'utiliser de l'os allogénique ne s'abroge pas d'avoir des règles techniques et des règles chirurgicales à appliquer, et encore plus d'ailleurs, encore plus sur l'utilisation de l'os allogénique. Il faut véritablement une vraie checklist de cette utilisation, en tout cas de l'utilisation de cette technique. Alors évidemment, l'utilisation de l'os allogénique dans la reconstruction, c'est pas très simple. Enfin, en tout cas, ça demande une courbe d'apprentissage, mais c'est pas du tout impossible. Je vous remercie. En tout cas, c'est passionnant. Merci Bruno. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à une bientôt. prochaine. Au revoir. Au 23 septembre. À bientôt.